Bonjour et nous revoilà pour le petit récap de l'actualité du mois de mai. Un mois où il s'est passé pas mal de choses. Alors, petit rappel pour les nouveaux venus, ce récap consiste à faire un petit tour de l'actualité qui m'a marqué ce mois-ci. Je mets donc en avant mes goûts et ce que j'ai vu. Et je squeeze volontairement des sujets qui ne m'intéressent pas, comme par exemple la série sur Obi-Wan Kenobi, qui me laisse totalement indifférent. Ce qui me laisse toutefois moins indifférent, eh bien, c'est vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est vraiment cool. Mon dernier Pourquoi il faut voir les clés de bagnole a fait un très bon démarrage, tout comme son analyse, et mes vidéos sur la maman et la putain ont bien profité de l'effet Festival de Cannes. Et je suis super content parce que c'est probablement mon film préféré de tous les temps. Merci à vous donc, et si ce n'est déjà fait, eh bien, abonnez-vous. On débute de suite ce récap en parlant du film tant attendu des fans du MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un film attendu au pied levé, et ce notamment grâce à la présence du réalisateur Sam Raimi, le mec qui est à l'origine de la première trilogie Spider-Man et des mythiques Evil Dead, et donc de retour à la réalisation après quasiment 9 années d'absence. En plus de ça, le film a été survendu comme étant le premier film d'horreur du MCU. Et puis il y a eu la bande-annonce. Et il faut bien reconnaître qu'elle envoyait du lourd. Sans oublier bien sûr toutes les spéculations qu'elle a également provoquées. Bref, un film attendu pour un résultat que j'ai trouvé ma foi plutôt cool. L'argument Sam Raimi fonctionne, le mec a vraiment réussi à mettre sa patte dans ce dernier Doctor Strange. Alors oui, on sent que les studios n'ont pas suivi tous les délires du réalisateur et on aurait aimé qu'il aille beaucoup plus loin en aspergeant notamment tout le monde de sang bien frais, mais bon, ne nous plaignons pas, on a quand même eu le droit à une sorcière rouge au visage maculé par l'huile des Ultrons, un Doctor Strange zombie et surtout des morts violentes. Est-ce qu'on avait déjà vu un aussi beau carnage au sein du MCU que celui des Illuminati? Pas dans mon souvenir, en tout cas. C'était quand même très jubilatoire de les voir se faire massacrer un par un, avec une mention particulière pour la mort de Flèche Noire. Bon, par contre, le film n'est pas à proprement parler un film d'horreur, faut pas trop pousser non plus, hein. Le réalisateur joue avec les codes du film horrifique, mais pousse les curseurs dans les limites imposées pour que le film reste tout de même un film familial. Et visuellement, c'est top aussi, ça en envoie plein la gueule et on part vraiment dans de gros trips assez psychés par instant, avec même des scènes que l'on pourrait qualifier de cartoonesques, comme ce combat merveilleux à base de notes de musique, qui est bien cool et a dû bien faire plaisir à Danny Elfman qui compose la musique du film. C'est en gros un film qui m'a séduit, que j'ai trouvé ludique et assez frais. Je trouve que cette quatrième phrase du MCU est assez intéressante d'ailleurs et que les films sont beaucoup plus développés. Alors certes, on n'échappe pas entièrement au scénario de blockbuster américain complètement pété, mais il y a vraiment eu des moments de bravoure dans Shang-Chi, Les Éternels ou encore dans le dernier Spider-Man. Ce qui est regrettable toutefois, c'est le manque de connexion entre ces films. Parce que bon, quand même, à la fin des Éternels, la Terre a quand même manqué de se faire détruire par les Célestes, et ça a laissé des marques, mais visiblement, tout le monde s'en fout. Et puis, on sent bien que l'idée du multivers est encore en balbutiement et qu'aucun scénariste n'a encore les couilles de l'utiliser pleinement pour en faire un truc bien what the fuck. En fait, le truc le plus nul dans Doctor Strange, c'est sa scène post-générique. Alors qu'on a eu le droit à un film qui avait vraiment une identité forte, on sent tout de suite que cette scène est tournée par un yes man lambda. Et ça m'a rappelé de suite que ouais, c'est vrai que le MCU à la base, c'est tout de même assez chiant et pénible. Et puis bon, Charlize Theron, ok, mais son costume est vraiment nul à chier et bidon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Doctor Strange. Et quitte à parler des films attendus, eh bien parlons un peu de The Northman. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je l'attendais vraiment ce film. Je l'attendais parce que d'une part, son réalisateur est plutôt cool. Robert Eggers a ainsi débuté sa carrière en 2006 avec The Wish, un film d'horreur mettant en scène pour la première fois la désormais ultra connue Anya Taylor-Joy. C'était un film assez bancal dans son scénario, mais avec une super esthétique minimaliste qui a permis au réalisateur de se démarquer des autres films du genre. Son second film, The Lighthouse, réunissant William Dafoe et Robert Pattinson, allait encore plus loin visuellement en proposant un noir et blanc crasseux qui n'est pas sans rappeler les belles heures de l'expressionnisme allemand.
Tout était bon et dérangeant dans ce film, des acteurs jusqu'à la revisite du mythe de la sirène. C'est d'ailleurs un film qui semble prendre le chemin pour devenir un film culte au vu de la manière dont les gens en parlent depuis quelque temps. The Northman, quant à lui, est sorti le 11 mai chez nous et promet beaucoup avec un casting atypique réunissant Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, William Dafoe et pour la première fois au cinéma depuis la sortie de Dancer in the Dark, la grandiose Björk. Bref, de grands noms, un réalisateur prometteur, tous les ingrédients sont réunis pour un film réussi. Eh ben non, pas du tout en fait, parce qu'on oublie un peu vite l'importance que peut avoir un scénario sur l'appréciation d'un film. Et The Northman a un scénario quand même assez vide. En gros, c'est une histoire de vengeance. Pire que ça, c'est une vengeance qui est devenue quasiment une prophétie. Ce qui fait que dès le début, on sait comment tout va se dérouler. Jamais la prophétie ne sera mise en doute. Jamais aucun personnage ne va décider d'acquérir son libre arbitre. Bien au contraire même, puisque le personnage principal va avancer dans le film comme on avance dans un jeu vidéo où les développeurs ne se sont pas trop fait chier. Comme dans un couloir, donc, le personnage avance sans aucune autre alternative que d'aller tout droit et déclencher des scènes cinématiques quand il arrive à des points clés de la prophétie, que ce soit l'apparition du renard, l'acquisition de l'épée magique qui est visiblement la seule à pouvoir terrasser le méchant, et bien entendu, le combat final dans la lave. Il n'y a aucune subtilité dans ce film, aucune nuance, tout tend vers une fin totalement attendue, si bien qu'après 1 heure de film, j'exhortais déjà mentalement les protagonistes d'en finir en allant directement dans ces foutus volcans où, selon la prophétie, le combat final doit avoir lieu, histoire d'en finir avec le supplice que représente ce film. Et pourtant, les premières minutes sont séduisantes grâce à une super esthétique et des scènes bien perchées comme celle du rituel d'Émir le Fou. Et surtout cette vision des peuples nordiques qui semble empreinte de réalisme. Sauf que bon, au bout de quelques minutes de film, on se rend vite compte que tout ceci n'est que de la poudre aux yeux et que l'on est dans un film totalement américain avec des acteurs essayant péniblement d'avoir un accent sonnant étranger. Pire, on se rend aussi compte que tout devient vraiment un gros cliché autour des Vikings violents et sanguinaires. Et c'est relou, vide et inintéressant. Si vous cherchez une fresque héroïque avec une esthétique qui claque, cherchez plutôt du côté de The Green Knight. Vous serez peut-être un peu moins déçu. Mais bon, si vous aimez être déçu, on peut aussi parler de Loin du périph'. Loin du périph', c'est la suite de L'autre côté du périph', réunissant Omar Sy et Laurent Lafitte dans le rôle de 2 flics que tout oppose, mais qui doivent tout de même collaborer ensemble pour résoudre une enquête. C'est disponible sur Netflix, ça fait d'ailleurs un énorme carton à l'international, mais pour ma part, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français aussi merdique. Et pourtant, j'essaye de défendre les comédies françaises dès que je le peux, mais là, il n'y a pas grand chose à en tirer. C'est cliché, pas inspiré, peu inspirant, et c'est surtout pas drôle. Laurent Lafitte sauve quelques scènes avec son personnage assez méprisable, mais bon, ça s'arrête là. Je ne m'attarderai pas non plus sur la vision de la province qui est visiblement qu'une terre rongée par le FN, ni sur Isia Higelin et Bertrand Huskla qui viennent se perdre là-dedans, mais je m'attarderai un peu plus sur Omar Sy. Il commence pas à vous ennuyer un peu cet acteur ? Je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il fait toujours le même rôle de mec super gentil. Alors peut-être qu'il en a pas envie, qu'il est à raison satisfait de sa carrière au vu du succès de ses films, mais quand même, faire ne serait-ce qu'une fois d'Omar Sy un pur méchant, sans aucune pitié et aucune once de gentillesse, ce serait super sympa à voir. Et pour ceux qui veulent un bon truc à la fois français et comique, je ne saurais trop vous conseiller la série Le Flambeau. Je sais que j'en ai déjà parlé le mois dernier, mais ça y est, les premiers épisodes sont sortis depuis le 23 mai sur Canal+. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver Marc et tous les autres personnages qui l'entourent. C'est peut-être quand même un peu moins bien que La Flamme, parce que d'une part, l'effet de surprise est passé, et que d'autre part, Jérôme Commandeur fait un moins bon présentateur que Vincent Dedienne. Mais bon, la galerie de personnages reste toujours aussi drôle et absurde, et ça, c'est tout ce qu'on demande.
Mention spéciale à l'évolution du personnage interprété par Pierre Ninet, qui est vraiment choupinou d'amour. Après toutes ces petites critiques, passons donc à quelques actualités, comme par exemple David Cronenberg, qui non seulement a présenté Les Crimes du futur au Festival de Cannes, mais a aussi annoncé son prochain long métrage The Shrouds. Ce film va raconter l'histoire d'un entrepreneur qui va développer une sorte de linceul mortuaire connecté qui permettra de communiquer avec les morts. Le tournage est prévu pour mars 2023 et sachez pour l'anecdote que ce film a été développé au départ comme une série. Mais Netflix ayant refusé de financer le projet de Cronenberg, il a tout réécrit pour en faire un film. Et je pense qu'on ne perdra pas au change. En plus, c'est Vincent Cassel qui est annoncé pour tenir le rôle principal de ce film prometteur. En parlant de film prometteur, je ne sais pas si vous avez vu passer la bande-annonce de Petite Fleur. Derrière ce titre en apparence innocent se cache une comédie franco-argentine décalée et noire. Le pitch est simple, un couple s'installe à Clermont-Ferrand avec son bébé. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, le mari se fait licencier et va découvrir la routine d'un homme au foyer. Une routine qui va tourner autour du bébé, de ses consultations chez le psy et tous les jeudis du meurtre de son voisin qui revient à chaque fois inexplicablement à la vie. Au casting, on retrouve Daniel Handler et Vimala Ponce qui semblent former un beau couple à l'écran et dans les seconds rôles, on a Melville Poupeau et Sergi Lopez qui ont l'air de bien s'éclater. Ça sort bientôt puisque ce sera le 8 juin dans nos salles. Le 3 juin, on retrouvera aussi la saison 3 de The Boys, la série déjantée de super-héros complètement cinglés et corrompus et qui ne semblent pas avoir de limite dans leur dégueulasserie. C'est une série que j'apprécie beaucoup, elle pousse en effet les curseurs vers l'extrême et je trouve que c'est une excellente parodie ultra violente et sans morale de DC et du MCU avec beaucoup de foutage de gueule vis-à-vis des super-héros. Bref, ça fait du bien à une époque où les super-héros sont vraiment trop glorifiés à mon goût. Et puisqu'on parle série, on a enfin des nouvelles de Black Mirror, puisqu'après 3 années de vide total, Netflix annonce avoir commandé de nouveaux épisodes. Et apparemment, Netflix désire faire gros en mettant des moyens pour faire des épisodes qui seraient dignes d'un excellent film. À voir, mais je reste quand même sceptique parce que bon, depuis que c'est devenu une série Netflix, je trouve que Black Mirror a vraiment perdu de son charme original. Voilà, sinon Winnie l'ourson est tombé dans le domaine public il y a quelques mois, ce qui veut dire que tout le monde peut désormais utiliser cette licence. Et ça tombe bien puisque le réalisateur Rhys Franke Waterfield a décidé de transposer cet univers dans un film d'horreur. Le film sera intitulé Winnie l'ourson, sang et miel et va mettre en scène Winnie et Porcinet en pleine folie meurtrière. Au vu des premières images, ça s'annonce quand même bien pervers. Et en parlant de pervers, Luc Besson, qui échappe à ses accusations de viol avec un non-lieu, annonce aussi qu'il a tourné un film en secret pendant le confinement. Ce serait une comédie romantique autofinancée par Besson et sa femme. On sait juste que les rôles principaux seront tenus par Luke Stanton Eddy et Matilda Price, d'illustres inconnus, et que le film s'intitulera Gin and John. Mais ce n'est pas tout, puisque Besson sera aussi producteur du prochain Arthur et les Minimoys, qui sera visiblement un film d'horreur. Ce sera pas au niveau de Winnie l'ourson, mais on s'attend quand même au pire. Il devrait également retrouver le chemin des plateaux de tournage pour son projet Dogman, racontant l'histoire d'un jeune homme qui trouve son salut grâce à son amour pour les chiens. Ça a l'air naze, on comprend pas trop pourquoi la justice a prononcé le non-lieu et on a envie de se lever et de se casser. Et c'est exactement ce que va faire Adèle Haenel, puisqu'elle a annoncé prendre ses distances avec le cinéma. Cette figure du mouvement MeToo qui a eu le courage exemplaire de s'opposer au sacre de Polanski au César 2020 en a sa claque de ce cinéma qu'elle qualifie de réactionnaire, raciste et patriarcal. Elle a essayé de changer les choses de l'intérieur, c'est une véritable guerrière, mais parfois, malheureusement, quand c'est tout un système qui est en cause, ça ne suffit pas. Bonne nouvelle toutefois pour les fans, elle continuera de tourner avec de nouveaux artistes qui débutent et aussi avec sa grande amie Céline Sciamma qui l'a révélée en 2007 dans La naissance des pieuvres et popularisée en 2020 avec le sublime Portrait de la jeune fille en feu. Et oui, il s'en est passé des choses ce mois-ci et on peut aussi citer Robert Pattinson qui a rejoint le casting du prochain Bong Joon-ho, le réalisateur coréen de Parasite. Ce sera un film de SF intitulé Mickey 7 et racontant l'histoire d'une expédition humaine cherchant à coloniser et terraformer un monde de glace.
Au casting, on aura aussi Mark Ruffalo, le Hulk du MCU, Toni Collette, vue récemment dans Nightmare Alley, et la jeune Naomi Aki, vue dans la série The End of the Fucking World. On parle aussi d'un préquel de Ocean's 11, alors pas question de retrouver George Clooney et Brad Pitt au casting, mais plutôt Margot Robbie, qui portera ce film qui sera par ailleurs réalisé par J-Rock, qui a déjà travaillé avec Margot Robbie sur le film Scandale. Le film devra se dérouler dans les années 60, et j'espère qu'au vu de la présence de l'actrice et du réalisateur, que le film sera parsemé d'une agréable et utile touche de féminisme. Margot Robbie, que l'on retrouvera par ailleurs à l'affiche de l'intrigant Barbie, et peut-être même dans un remake de Pirates des Caraïbes. Et comme chaque mois, des gens meurent, et le mois de mai ne déroge pas à la règle. Vangelis, le compositeur grec pionnier de la musique électronique, est ainsi décédé à l'âge de 79 ans. Il a été oscarisé pour la musique du film Les Chariots de Feu, mais on lui doit aussi les musiques de Lune de Fiel de Roman Polanski, Alexandre de Oliver Stone, et surtout la sublime composition de Blade Runner de Ridley Scott. On se consolera en revoyant 1492, où Vangelis a vraiment créé une symphonie qui me hante depuis que je suis tout petit et que je fredonne régulièrement, surtout quand je suis au travail. Ray Liotta nous a également quitté très récemment, le 26 mai, à l'âge de 67 ans, alors qu'il était en tournage en République dominicaine. Ray Liotta est surtout connu pour son rôle dans Les Affranchis de Martin Scorsese, mais il a aussi joué pour Ridley Scott dans Hannibal, pour Guy Ritchie dans Revolver, pour Robert Rodriguez dans la suite de Sin City, et même pour Uwe Boll dans King Rising. Mais bon, ça, on essaye d'oublier. On se consolera en rejoignant à GTA Vice City, où il prête sa voix au personnage principal, le grand Tommy Vercetti. Et pour finir, évoquons aussi la mort de Jean-Claude Ballard à l'âge de 86 ans. C'était principalement un acteur de théâtre, mais également un comédien de doublage, connu notamment pour être la voix de Mendoza dans Les Mystérieuses Cités d'Or. On se consolera en voyant le premier Top Gun, où il double Viper, l'instructeur qui a volé avec le père de Maverick pendant la guerre du Vietnam. Bon voilà, sinon le festival de Cannes est enfin terminé, et a vu le couronnement de Sans filtre. Le réalisateur Ruben Östlund obtient ainsi sa seconde Palme d'Or après son succès il y a 5 ans avec le film The Square, que je n'ai toujours pas vu et qui est sur ma watchlist depuis un certain temps. Je ne vais pas m'attarder davantage sur le palmarès, vous pouvez le retrouver aisément, mais ce qui m'intéresse surtout c'est la sélection Cannes Classics. Cannes Classics, c'est donc une sélection qui a pour but de valoriser les vieux films, et pour l'occasion, de nombreuses pépites cinéphiles se retrouvent restaurées. Cette année, ce fut le cas notamment pour Le Procès, film de Orson Welles datant de 1962, Poil de carotte de Julien Duvivier sorti en 1932, Les Petites Marguerites, un film tchécoslovaque qui a longtemps été censuré, et surtout La Maman et la Putain, l'ultime œuvre de Jean Eustache datant de 1972 et qui a eu le droit pour le coup à une restauration 4K. C'est un film rare et précieux qui n'est passé que 5 fois à la télévision et très peu au cinéma, et sa restauration va permettre une nouvelle sortie de cette œuvre majeure que l'on pourra retrouver dans certaines salles dès le 8 juin. Et si vous vous demandez pourquoi il faut le voir, eh bien sachez que j'en ai fait une vidéo qui est pour le coup la plus vue de ma chaîne. Voilà pour Cannes, et en tout cas s'il y a bien un film qui est reparti bredouille, c'est Les Crimes du futur de David Cronenberg. Et honnêtement, je trouve que ce film ne mérite en effet aucun prix. Cronenberg ici fait du Cronenberg, mais du Cronenberg du pauvre, avec très peu de fulgurance. On a vraiment l'impression d'un manque flagrant de budget par instant, et autant dans d'autres films du monsieur comme Vidéodrome ou encore Existence, eh bah c'est pas trop grave, parce que l'on peut mettre ça sur le dos de l'époque. Mais là, en 2022, il y a vraiment des choses que l'on ne peut pas pardonner. Les décors sont vraiment inutiles, tout donne l'impression d'être tourné dans une friche industrielle. Il n'y a aucune âme, aucune personnalité dans ces décors qui sont juste gris et rongés par la rouille. C'est dommage de tourner en Grèce pour un résultat pareil, mais bon, c'est peut-être comme ça que le réalisateur voit le futur après tout.
Et pourquoi pas, puisque on est visiblement dans un monde où la septicémie et les autres infections n'existent plus, donc autant ne plus rien entretenir du tout. Mais bon, même les acteurs sont aussi insipides que les décors. Je sais que Cronenberg aime les jeux désincarnés où les émotions ne sont pas perceptibles, mais là, à la différence d'autres de ses œuvres, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Mention spéciale pour Viggo Mortensen qui frise tout de même le ridicule à de nombreuses occasions. Léa Seydoux et Kirsten Stewart sont anecdotiques, tellement leurs personnages ne sont pas creusés, et c'est bien dommage parce que je trouve que le film passe vraiment à côté de quelque chose de bien. Le sujet du film est plutôt bon, mais l'écriture me paraît assez feignante et du coup sous-exploite tout. Il y a des idées de plans qui ne sont pas mal, mais la photographie vient tout lisser et faire perdre tout impact. Et surtout, les séquences de body horror ne fonctionnent pas, et ça, c'est un comble. Parce que oui, quand on va voir du Cronenberg, on est en droit d'être un minimum choqué, surtout quand le film parle de chirurgie à tout bout de champ. Mais non, toutes ces scènes sont d'une part pas très inspirées, mais surtout vraiment très kitsch. Alors entre les acteurs, la photographie, le scénario et la réalisation, autant dire que tout est plat et n'apporte au final pas grand chose. Et c'est dommage parce que le potentiel est flagrant. Bref, on dirait une vilaine parodie d'un film de Cronenberg avec un tout petit budget. Et honnêtement, si le réalisateur n'était pas aussi prestigieux et si Titan n'avait pas gagné la Palme d'Or l'année dernière, je pense que ce film n'aurait jamais eu sa place en compétition officielle. Ce n'est que mon avis, bien entendu, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, ou des autres actualités que j'ai d'ailleurs évoquées dans cette vidéo. Ah, et puis aussi, abonnez-vous, parce que c'est cool de s'abonner, et en plus c'est gratuit, et ça n'engage pas à grand chose. Voilà. On se retrouve le mois prochain pour le récap de juin, un mois où l'on pourra voir le dernier Jurassic Park, Buzz l'éclair, le dernier Park Chan-wook qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes, le dernier Dupieux, mais aussi le biopic d'Elvis réalisé par Baz Luhrmann. Bref, encore un mois chargé et j'ai assez hâte de vous en parler. Bisous.